budgétaire que l'entreprise, bien sûr, doit franchir pour élaborer ses budgets et son budget de synthèse, le budget de trésorerie, ainsi que l'établissement des comptes prévisionnels. Nous avons vu que le rôle de la production est important, bien sûr, pour l'entreprise, fournir les biens et services qui répondent aux objectifs de la direction, satisfaire la demande. C'est pour cela que la première étape, c'est celle relative à l'établissement du budget des ventes, selon les objectifs de l'administration et selon la demande exprimée sur le marché. Donc, la réalisation des biens et services se fait en combinant des facteurs de production, des ressources humaines, la main-d'œuvre, des moyens de fabrication, des machines, etc. Et donc, tout ce processus, c'est dans l'objectif de répondre au mieux aux besoins des consommateurs. La production, comme toute autre fonction, cherche ou bien vise à optimiser. Comment peut-on produire un bien tout en optimisant les ressources consommées? Nombre d'heures de travail, nombre de salariés, nombre de machines à utiliser. Et donc, c'est les préoccupations de cette fonction, c'est comment, bien sûr, optimiser l'utilisation des ressources qui sont mises à la disposition à l'unité de fabrication par la direction générale. Donc, on a parlé des capacités de l'entreprise, capacité à fabriquer pour répondre à la demande, soit qu'on dispose des moyens de production ou si on ne dispose pas de ces moyens, quels sont les investissements qu'il faut réaliser, soit des investissements, je dirais, humains ou matériels. Et donc là, c'est un élément qui est aussi important à étudier avant, bien sûr, d'attaquer la question de la production de l'entreprise. Donc, la détermination des plans de production sur la base de ces capacités, deuxième étape, et bien sûr, le responsable de production doit recourir à certaines techniques que nous avons présentées hier pour optimiser le programme de production tel que le recours à la programmation linéaire afin de dégager bien sûr des programmes, je dirais, optimaux qui répondent aux objectifs de la direction. Donc, on a vu que pour résoudre les problèmes liés, bien sûr, à la production, il y a plusieurs méthodes, soit par la résolution graphique, et ça, c'est juste à titre pédagogique. Aujourd'hui, les entreprises utilisent plusieurs outils informatiques, bien sûr, et qui vont leur permettre de résoudre des situations complexes. La résolution par l'algorithme du simplex ou bien le raisonnement par unité de facteurs rares. Ça, bien sûr, ces outils, c'est lorsque l'entreprise a plusieurs, par exemple, plusieurs produits et bien sûr plusieurs contraintes. Par contre, dans le cas d'entreprise monoproduction, ils fabriquent par exemple un seul produit. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'outil mathématique particulier à connaître ou à utiliser.
Il s'agit uniquement d'utiliser, je dirais, le bon sens et une lecture attentive des contraintes je dirais, de l'entreprise pour qu'on puisse résoudre la problématique. La principale problématique dans ce cas-là, le cas d'une entreprise monoproduit, c'est en général les ventes que devrait réaliser l'entreprise d'une période à une autre et sur comment s'organisera la production pour bien sûr répondre à la demande. Le deuxième problème, c'est que les ventes généralement sont irrégulières. Et donc, il faut que la production également s'adapte à cette, je dirais, irrégularité dans les quantités vendues d'une période à une autre, surtout s'il s'agit d'une entreprise qui est impactée par la saisonnalité. Alors, on va essayer de voir ça à travers un petit exemple. Donc, la société E qui prévoit les ventes pour l'année à venir. Vous avez donc les ventes prévues pour les 6 mois prochains, de janvier à juillet, ou 7 mois plutôt. L'entreprise considère qu'il est indispensable de posséder au début de chaque mois le nombre de produits suffisant pour faire face aux ventes du mois. Donc, au début de chaque mois, il faut disposer des deux montants, bien de la quantité des ventes du mois. Par ailleurs, l'entreprise ne peut fabriquer plus de 100 unités par mois. Donc, la capacité de fabrication de l'entreprise est limitée. Elle ne peut pas dépasser 100 unités par mois. Et il prévoit de fermer son atelier en juin. Donc, en juin, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de production. Et donc, bien sûr, il faut prendre en considération cette information. Et enfin, le stock initial est de 100 unités. Le stock initial est de 100 unités. Alors là, quelle serait la quantité qui devrait être disponible au début de chaque période? Quand vous voyez les ventes, donc l'entreprise va pouvoir vendre en janvier 50 unités, 50 en février, 100 en, en mars et 75 en avril, 80 mai, 80 juin et 120 unités dans le mois juillet. Donc, ça, c'est les informations dont on dispose. On a également la capacité de production, 100 unités par mois, et le stock initial de 100 unités au début de période, c'est-à-dire au mois de janvier. Alors, pour établir donc son programme de production du premier trimestre, donc l'entreprise va donc partir de la fin de la période. La fin juin, donc l'entreprise doit posséder un nombre de produits égal aux ventes du mois de juillet. Parce que comme on a dit, il doit disposer au début de période de stock correspondant aux ventes à réaliser dans le mois. Donc le mois de juillet, il prévoit de vendre 120 unités. Donc début de juillet, il doit disposer de 120 unités. Il doit disposer de 120 unités. Donc, comment donc résoudre ce cas-là? On a la période, donc le mois. On a janvier, février,
mars, avril, mai, juin et juillet. Donc, vous avez le stock initial, stock au début de période, la production qu'on peut fabriquer chaque mois, les ventes à réaliser et bien sûr le stock final. Donc, la production, nous n'avons aucune information pour l'instant. On a les ventes, donc 50, le premier mois, 50 aussi, 100, 75, 80, 80 pour le mois de juin et 120 pour le mois de juillet. Selon les données, nous avons un stock initial de 100 unités. Donc, c'est ce qu'on a comme information. Et la capacité de fabrication ne dépasse pas donc 100 unités. La production, on ne peut pas fabriquer plus de 100 unités. Alors, donc, pour résoudre cette situation, ou bien ce problème, dans le cas d'un seul produit, alors l'entreprise a comme politique de disposer de stock initial, je dirais, d'une quantité équivalente aux ventes à réaliser. Alors, pour le mois de juillet, le stock initial devrait être de combien? Selon l'énoncé, l'entreprise doit disposer au début de chaque période, donc début de chaque période, quantité d'encours, bien le nombre de produits suffisant pour faire face aux ventes. Alors, pour le mois de juillet, les quantités à vendre sont de 120. Et donc, le stock initial devrait être 220. de 120. C'est la quantité pour faire face aux ventes de ce mois-là. Donc, je dois prévoir un stock initial qui va pouvoir répondre aux prévisions de vente. Et donc, le stock début de période juillet, ce n'est que le stock de fin de période de juin. D'accord? Sachant que dans le mois de juin, la production, selon l'énoncé, je ne vais pas produire. Il y aura fermeture de l'atelier. Et donc, le stock initial de mois de juin est de combien? Dessus. C'est les 120 plus les 80, c'est 200. C'est 200. Donc 200 moins 80, stock final, c'est 120. Parce que je vais vendre 80 unités en juin. Donc le stock final plus ce qui a été consommé, ce qui a été utilisé, 80, ça va nous donner le stock initial. Ici, on n'a pas de production, également il faut l'ajouter. Et donc ça va nous donner le stock initial. Donc le stock initial du mois de juin, 200. Et donc le stock final du mois de mai, c'est 200. 200, on va vendre 80, la production. Donc l'entreprise, ici, il va fabriquer le maximum qu'il peut, donc c'est 100 unités. Donc le stock initial de mois de mai serait de combien? 20. Oui, 20 dessus. une question? Stock initial de mois de mai.
280, non, non, 380, 180, oui. Donc, 180. 180 plus 200 moins 80, ça donne 200. Et donc, 200 plus 80 moins 100, ça donne 180. Pour trouver le stock initial. On a, ici, on a une démarche inversée. Hein. On part de stock final pour trouver le stock initial. Donc, le stock final du mai, stock initial de mai, c'est le stock final d'avril. Combien fabriqué en avril? Donc ici, bien sûr, on va fabriquer toujours 100 pour pouvoir répondre, bien sûr, aux ventes de juin, juillet. Et donc, le stock initial est de 155. Très bien. Donc, 155. Donc, 180 plus 75 moins 100. Ça fait 155. C'est le stock final du mois de mars. À produire, toujours dans ce cas-là, de 100 unités. Donc, le stock initial est de toujours 155. Parfait. Donc, 155. Février, donc stock final 155. Production, donc 100. Et le stock initial, 105. Effectivement. Donc, stock initial, 105. Stock final janvier, 105. On a le stock initial, donc la production est de c'est 55. Janvier, on va produire uniquement 55. Et donc voilà le programme de production qu'on peut bien sûr suivre si l'entreprise souhaite faire face aux bien sûr, différentes prévisions de vente du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Donc la gestion dans ce cas-là pour un seul produit, et donc elle est essentiellement liée et limitée à l'organisation de la production dans le temps. Mais bien sûr, si l'entreprise fabrique plusieurs produits, dans ce cas-là, bien sûr, d'autres méthodes vont être utilisées. Des questions? Alors, dans le cas d'une société ou bien d'une entreprise multiproduction, il n'y a pas uniquement un seul produit. Dans le cas de ces entreprises, donc le problème de la gestion de production se complexifie puisqu'en plus des problèmes de gestion de la production dans le temps,
se pose le problème de la combinaison optimale des produits à fabriquer. Combien je dois produire du produit A, du produit B, etc. Donc, et plus précisément, le problème ne se pose que si les facteurs de production ne sont pas illimités. Et qu'il faut donc faire un choix entre produire, par exemple, plus de produits A et moins de produits B. Ou le contraire, produire plus de produits B et moins de produits A. Et donc là, se pose la question, quelle est la combinaison optimale? Combien je dois produire du produit A et combien je vais produire du produit B pour optimiser ma fonction de production. Qu'est-ce qu'on veut par optimiser? Donc, optimiser, c'est utiliser les ressources, bien sûr, les ressources dont on dispose, arriver bien sûr à une certaine saturation de ces ressources pour améliorer la productivité de l'entreprise. Et donc, pour répondre à cette question, s'il est possible de modéliser, donc établir un modèle sous forme mathématique, les contraintes et les objectifs de la fonction de fabrication. Et donc, dans ce cas-là, le problème revient comme généralement en gestion à optimiser une fonction objectif sous contrainte. On va optimiser une fonction objectif sous certaines contraintes. Là, on peut recourir, bien sûr, à plusieurs solutions. On a parlé de la solution graphique. La solution de programmation linéaire peut être utilisée dans cette situation. Donc, prenons le cas d'une entreprise multiproduit. Vous disposez des données de la société première, donc le responsable d'une usine de la société première a décidé de lancer la production de combinaisons de plongée, le modèle Shorty, noté S, et un autre modèle Longchamp, noté L. Ce responsable désire mettre au point un programme optimal de production afin de maximiser la rentabilité de ce projet-là. La comptabilité analytique vous fournit les informations suivantes. Vous avez le prix de vente de chaque produit, 500 pour le modèle S, 700 pour le modèle L. Vous avez également le coût variable unitaire, 350 pour S et 500 pour le modèle L. Et donc, l'objectif de contrôleur de gestion dans cette situation, c'est de résoudre ce problème, chercher à optimiser. Et donc, la première étape consiste à, bien sûr, formuler le problème. Première information dont on dispose, c'est que le responsable cherche à maximiser la rentabilité. Et donc, ici, la rentabilité correspond à la marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable, ce n'est que les ventes moins le coût variable. Donc, prix de vente pour le modèle S moins les charges variables. C'est la rentabilité, c'est le résultat qu'on va dégager, fois les quantités de S, plus le prix de vente du modèle L, 700, moins les charges variables, 500, fois L. Et donc, la
l'équation à optimiser s'écrit comme suit. Donc, MCV, masse sur covariable, égale à 150 S plus 200 du produit L. Ça, c'est en termes des objectifs. Mais pour fabriquer ou bien pour atteindre ces objectifs, l'entreprise a des contraintes. Et donc, la fabrication d'une combinaison de plongée occuperait 3 ateliers, A, B, C, pendant une durée exprimée en minutes et notée dans le tableau suivant. Donc, vous avez le temps de traitement, bien sûr, de chaque modèle dans les 3 ateliers. Alors, le modèle S, il est traité 20 minutes dans l'atelier A, puis 20 minutes dans l'atelier B et 15 minutes dans l'atelier C. Modèle L, 25 minutes dans l'atelier A, 30 minutes dans l'atelier B et 15 minutes dans l'atelier C. Ces capacités, bien sûr, sont limitées. Donc, vous avez le temps mensuel disponible par atelier. Donc, on ne peut dépasser 36 000 minutes par mois pour l'atelier A comme maximum de temps disponible pour la fabrication des modèles S et L, 45 000 minutes pour l'atelier B et 24 000 minutes pour l'atelier C. Vous avez également des contraintes liées au marché. Donc la demande maximale donc, ne peut dépasser 1000 modèles S et 700 modèles L. C'est-à-dire on ne peut pas fabriquer au-delà de 1000 unités parce que le marché, c'est-à-dire en estimant sa demande, ne dépasse pas les 1000 unités pour S et ne dépasse pas les 700 unités pour L. Donc au maximum par mois. Donc ça aussi, c'est une contrainte à intégrer. Alors donc, la première étape de la résolution de ce problème-là, il s'agit d'exprimer ce problème, ce qu'on appelle sous une forme canonique. Exprimer ce problème sous une forme canonique. Donc la forme canonique de ce problème, il consiste à exprimer sous une forme mathématique un problème, bien sûr, qui est énoncé d'une façon littéraire. Hein. Donc, vous avez ici quelques informations et vous devez transformer ces informations dans une expression, bien sûr, mathématique. Donc, l'expression mathématique de ce problème, donc commençons par l'objectif, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, l'objectif est celui-là, la fonction objectif, c'est de maximiser, on cherche à maximiser 150 S plus 200 L.
Mais cette maximisation, il y a certaines qu'on appelle des contraintes. Donc, ces contraintes, les contraintes techniques liées aux capacités des ateliers. Donc, pour l'atelier A, le produit S nécessite 20 minutes, le produit L 25 minutes, mais sans dépasser 36 000 unités. Donc, la contrainte de l'atelier A, c'est ce que vous avez ici. Donc, atelier A, 20 minutes pour le produit S, plus 25 minutes pour le produit L, sans dépasser, donc inférieur ou égal à 36 000 minutes dans le mois. On ne peut pas dépasser cette capacité. L'atelier B, vous avez 20 minutes produit S, 30 minutes produit L, à ne pas dépasser 45 minutes dans le mois. Et donc, c'est ce que vous avez ici dans l'atelier B. Donc, 20 minutes produit S plus 30 minutes pour le produit L, inférieur ou égal 45 000 minutes par mois. Pareil pour l'atelier C. Donc, la contrainte, 15 minutes pour le produit S et 15 minutes pour le produit L, inférieur ou égal à 24 000 minutes par mois. Deuxième contrainte, c'est des contraintes commerciales que vous avez également dans l'énoncé. La capacité du marché. Le marché ne peut absorber plus de 1000 unités de S et 700 unités de L au maximum. Donc, j'ai une contrainte. S doit être inférieur ou égal à 1000 unités et L aussi inférieur ou égal à 700 unités. Une dernière contrainte, c'est une contrainte, je dirais, d'ordre mathématique et logique, c'est que S et L, ce sont des produits, donc on devrait avoir des quantités positives, hein, supérieures ou égales 0, L supérieur ou égal 0. Il ne peut être négatif. Hein. Je ne peux pas vendre moins unités. Hein. Je vais vendre, bien sûr, soit 0, soit des unités supérieures à 0. Donc ça, c'est la formulation de notre problème sous sa forme canonique, donc sa forme mathématique. Donc c'est la première étape, passer de l'énoncé du cas vers la formulation du problème. Et donc là, l'expression du problème dans sa forme canonique. Hein. Là, on parle bien sûr de la forme canonique du problème. Bien sûr, la fonction objective, comme on a énoncé, maximiser 150 S plus 700 ou bien 200 L plus 200 L. Donc, on cherche à maximiser cette fonction sous contrainte de ces éléments. D'accord? Y a-t-il des questions? Alors, donc, on va voir maintenant la résolution de ce problème, la résolution graphique. La résolution d'une façon, ou bien par graphique, pour trouver la solution possible. Donc, la résolution graphique, il s'agit de représenter l'ensemble de ces éléments, donc la fonction et les contraintes, sur un plan, et bien sûr, pour pouvoir déterminer la solution optimale. Donc, comment représenter ces éléments?
Alors, on va commencer avec chaque contrainte. Donc, il faut, pour chaque contrainte, tracer la droite correspondante à la contrainte. Et donc, il faut passer premièrement de, je dirais, de ce système d'inéquations pour pouvoir déterminer, bien sûr, les droites de chaque contrainte. Donc, supposons bien sûr que 20S plus 25L égale à 36 000. Et donc, il faut remplacer, par exemple, bien sûr, donner à S, par exemple, une valeur de 0 et calculer L. Et par la suite, donner bien sûr à L une valeur est égale à 0 et calculer S pour tracer une droite. Donc, si on prend par exemple donc la première équation, donc si on donne à S0, L serait de combien? Donc, si S est égal à 0, L est égal à 1440. OK? Et si L est égal à 0, donc S est égal à 1800 plutôt. 1800. Donc la droite qui correspond à ça, donc c'est la droite numéro 1. Donc vous avez 1800, voilà le premier point, et 1440, deuxième point, et vous tracez votre droite. Donc on va tracer la droite. Donc comme vous voyez ici, vous avez la droite correspondante à cette contrainte. Maintenant, la deuxième contrainte. De la même façon, on remplace S avec 0. S est égal à 0. Donc, L est égal, et L est égal à 0, S est égal. Alors, si S est égal à 0, L est égal à 1500. Et si L est égal à 0, S est égal à 2250. Voilà, parfait. Donc, 2050, 1500. Donc, c'est la deuxième contrainte. Et donc, cette droite correspond à la droite de la deuxième contrainte. Donc, je vais essayer juste de l'identifier. On est déjà tracé ici. Donc, c'est la droite de la deuxième contrainte. La droite de la troisième contrainte, donc si S égale 0, L est égale. Si L égale 0, S est égal. Donc 1600. Et si L est égal à 0, S est égal 1600. 1600. Voilà. Donc vous avez ici 1600, premier point, et deuxième point, 1600. Et vous pouvez tracer votre droite relative à cette contrainte. Voilà. Donc, quatrième contrainte. Donc, contrainte S inférieur ou égal à 1000. Donc, c'est ce que vous avez ici.
Donc, ça suppose que L est égal à 0. Donc, 1000, et on trace notre droite verticale. Même chose, cinquième contrainte, L inférieur ou égal à 700, donc L est égal à 700, S est égal à 0. Donc vous aurez que cette droite. Les autres contraintes, ce sont des contraintes d'ordre logique. Donc S doit être supérieur à 0 ou égal, L doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr l'ensemble des contraintes. Donc l'ensemble des contraintes. Alors, maintenant, en traçant bien sûr l'ensemble de ces contraintes, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de déterminer quelle est la zone de solution possible. Donc les différentes combinaisons possibles. Ce que vous voyez ici, donc cette zone, c'est ce que représente la zone des solutions possibles. Donc toute combinaison à l'intérieur de cette zone, par exemple ici un produit, telle quantité de S, telle quantité de Y à ce niveau-là, elle est réalisable. Donc parce qu'elle respecte toutes les contraintes. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est la solution optimale? Là, bien sûr, il faut chercher encore dans cette zone quelle est la solution qui va optimiser, c'est-à-dire maximiser la marge sur coût variable, maximiser la fonction objectif, tout en respectant toutes les contraintes. Et donc là, il faut prendre la marge sur covariable, c'est ça la droite de la marge sur covariable, la droite de la fonction objectif. Ici. Et vous allez la déplacer. C'est-à-dire, à chaque fois, vous donnez une valeur, bien sûr, à S et à L, mais une valeur à l'intérieur de cette zone. Et voir quelle serait la marge sur coût variable. L'essentiel, c'est que vous donnez bien sûr des valeurs à S et à L qui soient dans, bien sûr, cette zone qui vont permettre de maximiser cette marge sur coût variable, qui vont permettre de maximiser cette marge sur coût variable. Par exemple, si vous donnez la valeur de 1000 à S et 700 à, à L, quelle serait la marge? De 190 000. Mais est-ce que cette combinaison est réalisable? 1000 S et 700 L. Donc, vous voyez, l'intersection se trouve à ce niveau-là. Hein. Donc, ne respecte pas deux contraintes. La contrainte 1 et la contrainte 3. Elle n'est pas réalisable. Donc, je dois faire changer ces valeurs.
Donc, si pour 700, c'est réalisable. Donc, 700 est réalisable. Ça ne pose pas problème. Donc là, ce qui pose problème, c'est L, ou bien c'est S plutôt. Donc, si on fait varier S, par exemple, à 900, ça donne, donc si S, c'est-à-dire 150 fois, plutôt 150 fois 900, corrige ça, donc 150 fois 900, plus 200 fois 700, soit 275 000, pas 85 000, 275 000. Donc 275 000, c'est une solution. Est-ce qu'il est possible ou non? On va fabriquer 900 de S, 900, et 700 de L. Donc ça se situe à ce niveau-là. Elle répond effectivement à toutes les contraintes, donc toutes les contraintes sont respectées. Le point se trouve dans cette zone, bien sûr, assurée que nous avons mentionnée précédemment. Et donc, c'est une solution qui est possible. Bien sûr, est-ce que c'est elle qui maximise? Donc, il faut bien sûr faire varier. Hein, mettre par exemple ici 900, ici 600 et voir effectivement est-ce que c'est la solution qui maximise. Mais à partir même de la zone, on peut dire que effectivement, c'est la solution qui maximise, hein, la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est le point P. Donc, c'est comme ça qu'on détermine l'optimum. Donc, on va faire varier les quantités S et L dans la zone qui respecte toutes les contraintes. Donc, les solutions, bien sûr, ou bien de solutions possibles. Et la solution optimale, celle qui va maximiser la marge sur coût variable. C'est clair? Alors, donc ça pour la résolution graphique. Donc, j'ai dit que c'est juste à titre, je dirais, pédagogique pour que vous puissiez, je dirais, identifier l'optimum par graphique. Alors maintenant, la deuxième méthode, c'est la résolution par l'algorithme de simplex ou par le recours à la programmation linéaire. Certainement, vous allez faire ça dans le module de recherche opérationnelle. Comment, bien sûr, optimiser la solution d'un programme linéaire. Donc, la première étape, donc, bien la deuxième étape après, bien sûr, la forme, bien la formation ou l'expression de la forme canonique du programme que nous avons fait précédemment. Donc, ici, il faut transformer cette forme canonique sous une forme standard. Donc, la méthode du simplex nécessite de poser dans un premier temps donc, la forme standard, donc transformer la forme canonique en une forme standard du programme ou bien du problème.
à résoudre. Et par la suite, transformer les inégalités en égalités en introduisant des variables d'écart. En introduisant des variables d'écart, donc positives ou nulles. Donc, ça, c'est les, les situations, bien sûr, par lesquelles on doit passer entre la forme canonique et la forme standard. Il faut introduire donc des variables parce qu'ici, on a des inéquations. Hein, il n'y a pas d'égalité. 20 S plus 25L inférieur ou égal. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire projeter, faire une solution si, bien sûr, on ne les transforme pas sous forme d'égalité. Il faut éliminer le inférieur ou égal et le remplacer, bien sûr, par égal. Comment? Il faut introduire ce qu'on appelle des variables d'écart, parce que je peux consommer 36 000 comme je peux, bien sûr, consommer moins de 36 000. Il faut intégrer des variables d'écart. Les variables d'écart, par exemple, E1, E2, E3, etc., en fonction du nombre de contraintes dont on dispose. Ces variables d'écart sont, bien sûr, supérieures ou égales à 0. Sont aussi positifs. On ne peut prendre, bien sûr, une valeur négative. Et donc, pour chaque contrainte, il faut introduire les variables d'écart. Donc, si on prend notre exemple, donc je vais essayer d'ajouter ici pour écrire. Alors, si on prend notre exemple, donc, la première contrainte, ou bien la fonction objective, hein, avant de parler de la fonction, des autres fonctions contraintes. Donc, max 150S plus 200L. Là aussi, il faut bien sûr introduire des variables d'écart, selon le nombre de contraintes que nous avons dans l'énoncé. Donc, le nombre de contraintes, vous avez 3 contraintes techniques et 2 contraintes commerciales. Donc, les contraintes logiques, ça, c'est je dirais, des contraintes juste pour que les quantités, bien sûr, soient uniquement positives. Donc, il faut intégrer ou bien il faut introduire 3 contraintes ou bien 3 variables d'écart relatives aux contraintes liées à l'atelier et 2 contraintes à la fonction commerciale. Donc, cette fonction objective, on va bien sûr la transformer et ça va être donc maximisé 150 S plus 200 L plus les variables d'écart E1, E2, E3, E4, E5 en fonction des contraintes de l'entreprise. Nous avons 5 contraintes. Également, il faut transformer les contraintes techniques et commerciales et les exprimer sous forme d'équations. Il faut les transformer des inéquations à des équations. Donc, la première contrainte de l'atelier A, 20S plus 25L plus E1, la variable d'écart, égale 36 000.
j'ai transformé l'inéquation sous forme d'équation en introduisant une variable d'écart. Pour la deuxième contrainte, de la même façon, 20S plus 30L, 20S plus 30L plus E2 égale 45 000. Troisième contrainte, 15S plus 15L, 24 000. 15S plus 15L plus E3 égale 24 000. Quatrième contrainte, S inférieur ou égal à 1000, donc S plus E4 égale à 1000. Et L plus E5 égale à 700. Ça, c'est l'expression, bien la transformation de notre problème de sa forme canonique à une forme standard. Comme ça, on peut bien sûr appliquer la méthode de simplex afin de trouver la solution optimale. Donc, une fois qu'on transforme notre problème dans sa forme standard, là, bien sûr, on va pouvoir commencer à résoudre le problème. Donc, il faut premièrement introduire ou bien transformer ces éléments en tableau et par la suite, à partir du tableau, de faire sortir, bien sûr, la solution optimale. Donc, le tableau qu'on aura est comme suit. Donc, c'est, on considère en premier que toutes les variables d'écart, on les considère comme étant dans la base. C'est quoi dans la base? C'est-à-dire que l'entreprise, en cas où il ne produit rien, il ne fait aucune production. Donc, l'écart correspond aux capacités des ateliers. Donc, on n'a rien utilisé de ces capacités. C'est pour cela qu'on parle de variables de base. Et donc, dans une première étape, toutes les variables d'écart se trouvent dans la base. On n'a rien utilisé de ces ateliers. On n'a rien consommé, on n'a rien produit. Donc, ce n'est qu'avec, bien sûr, la recherche de solutions optimales qu'on va faire, c'est-à-dire intégrer les variables hors base, les intégrer dans la base, en fonction de certains critères. Donc, comme j'ai dit, la première étape consiste à transformer notre système d'équations, bien notre forme standard, dans un tableau. Donc, dans la première équation, il y a la première contrainte, vous avez 20S plus 25L plus, bien sûr, 1 E1. Les autres variables d'écart, c'est plus 0E2 plus 0E3 plus 0E4 plus 0E5. Et donc, c'est pour cela que dans le tableau, vous avez 20, 25, 1, c'est E1, plus 0E2, 0E3, 0E4 et 0E5 est égal à 36 000. Donc, on a toujours capacité totale de l'atelier. Même chose pour le deuxième, ou bien la deuxième contrainte, nous avons 20S plus 30L plus 1E2, c'est-à-dire que 0E1 plus 0E3, etc. Donc, les autres variables d'écart est égales à 0. Là, juste, je n'ai pas mis ça par simplification. Et donc, la deuxième ligne de mon tableau, donc c'est 20S, 30L, 0E1, 1E2, 0E3, 0E4, 0E5.
Variable de base, la capacité maximale de l'atelier, 45 000 minutes par mois. Troisième équation, donc vous avez 15S plus 15L plus 1E3. Bien sûr, les autres, c'est 0E1, 0E2, 0E4, 0E5. Donc, dans le tableau, va être représenté comme suit. 15S, 15L, 0E1, 0E2, 1E3, 0E4, 0E5, pour une capacité maximale de 24 000. Quatrième contrainte, donc vous avez S, 1S, plus 1E4. Les autres éléments, c'est fois 0. Donc 0E1, 0E2, etc. Donc la ligne relative à cette contrainte, donc 1S, 0L, E1, 0, 0E2, 0E3 et 1E4, 0E5. Et la capacité maximale des ventes que je peux réaliser, c'est 1000 unités. Dernière contrainte relative aux quantités du produit L. Donc vous avez 1 L plus 1 E5 et les autres éléments, c'est 0. E1, E2, etc. Pour une quantité maximale de 700. Voilà. Donc 0S, 1L, 0E1, 0E2, 0E3, 0E4 et 1E5. Quantité maximale à vendre, 700 unités. Et donc là, j'ai passé de l'expression du problème, donc l'énoncé que nous avons au départ. Nous l'avons exprimé sous une forme mathématique, canonique, mais pour appliquer la méthode donc de simplex, il fallait aussi passer à une méthode, ou bien à une forme standard. Donc je rappelle ici la forme standard du problème. La forme standard du problème. Donc, Monsieur, on oublie une chose concernant les quantités, elles doivent être positives. L1, S et les E. oui, mais on ne les intègre pas dans la forme standard. Ça, c'est c'est-à-dire une contrainte, je dirais, d'ordre logique. D'accord? Bien D'accord. sûr, je peux trouver une quantité optimale négative, hein, parce que soit je dois produire une quantité positive, soit je ne vais rien produire. Je ne peux pas Oui, avoir une quantité négative exactement. ou de N. C'est ça, Oui, là, l'objectif de cette contrainte. C'est pour cela qu'on parle d'une contrainte logique. C'est bon? Donc, alors, c'est la formulation donc, qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, il est bien sûr très important de savoir formuler le problème, donc à partir de votre énoncé. Essayez d'identifier la fonction objectif et la formuler. Essayez également d'identifier les contraintes à partir bien sûr de votre énoncé et également de les formuler sous forme d'une équation. Et troisième étape, lorsqu'on cherche bien sûr à résoudre le problème par la solution du simplex, il faut transformer la forme canonique en forme standard. Donc, des questions?
Donc, s'il n'y a pas de questions, on se limite à ce niveau-là. Et la séance prochaine, on poursuit donc la résolution selon la méthode du simplex de ce problème-là. Donc, je vous remercie. À la prochaine séance.